Bonjour à tous, c'est Vora. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle saga qui va être celle de Massacre à la tronçonneuse. Vaste saga qui remonte donc aux années 70, à l'âge fastueux des années 70, pour aller après jusqu'à notre époque, avec des changements de ton, des changements de direction, des tentatives. C'est peut-être par là qu'il faut commencer, parce que cette saga n'est pas unanimement appréciée. Il y a des bons et des mauvais volets, comme les grandes sagas de slasher, mais le bilan est somme toute assez moyen. La plupart des gens ont un ou deux opus qu'ils ont vraiment aimés, et pour les autres, c'est sympa, moyen, et ça touche parfois le fond du panier. Je ne coupe pas à la règle, moi aussi j'ai mes préférés, et ce ne sont pas forcément les préférés de tout le monde, on va le voir tout de suite. Donc on va faire un petit tour évidemment un peu chronologique des films, on va parler de leur spécificité à chacun, et je dirais un petit peu au fur et à mesure où je les place à peu près dans mon échelle d'estime. Sachant que moi, pour être honnête, j'ai commencé par les remakes et j'ai découvert les vieux par la suite. Puis évidemment les nouveaux au rythme où ils sont sortis. Donc voilà, on va y aller tranquillement. C'est une vidéo un petit peu récréation où je vais parler des spécificités un petit peu de chaque film et en même temps des détails et du contexte qui va avec pour les remettre un petit peu et dans leur époque et aussi dans les objectifs qui étaient à la base ceux des producteurs et des réalisateurs. Voilà, on va en parler tranquillement. Le but n'est pas vraiment d'être informatif sur les films, mais là plutôt d'analyser un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, comment est-ce qu'ils ont fonctionné, et ce qui fait qu'ils sont bons ou moins bons dans la saga, sachant qu'évidemment chacun aura son avis, mais bon, je crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui défendent Massacre à la tronçonneuse 4. Mais bon, nous en parlerons et puis on verra bien ce qu'on peut un petit peu en tirer. On va commencer par le commencement, à savoir le film de Tobe Hooper qui sort au milieu des années 70, qui connaît beaucoup de censure, qui fait parler de lui, voilà, il y a un certain nombre de choses qui font que le film fonctionne assez bien, en tout cas sous le bouche à oreille, et essentiellement par le titre, parce que le titre est tellement racoleur et putaclic que tout le monde est curieux, tout le monde se jette dessus, tout le monde a envie de voir jusqu'où le film va aller. Est-ce un étalage aussi grand de barbarie que ce que promet le titre? Et ceux qui ont vu les films savent bien que non. Le film va plutôt dans autre chose, en plus un côté un petit peu poisseux, glauque, une bisserie, une série B chez les rednecks, en insistant beaucoup sur l'aspect redneck et un petit peu poisseux. Ce que les gens n'attendaient pas, c'est tous les trucs nécrophiles et les machins comme ça, l'inspiration de Ed Gein et tout. C'était ce que les gens n'attendaient pas. Et donc, malgré le fait que le film ne contienne pas ce qu'attendait le public, ça va quand même bien fonctionner. Et le film va garder un petit peu cette aura d'infamie, de film culte, d'une certaine façon. Et, le film continuera un peu de surfer là-dessus, avec progressivement les censures qui sautent dans les différents pays, qui donnent accès au film et qui permettent de se rendre compte, voilà, un petit peu de ce que le film a à proposer. Et ce qui est intéressant, c'est avec le premier Massacre à la tronçonneuse que Tobe Hooper va constater le succès de son film. Il en sera content, mais il aura quand même un regret globalement, c'est que les gens n'ont pas vraiment compris l'humour qu'il a essayé de mettre dans le film, le côté très absurde que le film prend à certains passages. Et
ce côté absurde, c'est ce qui fait un petit peu l'outrance de Massacre à la tronçonneuse. Ça fait partie de l'ADN, en fait, d'en faire trop à certains moments. Et dans le premier film, je trouve pas que ce soit particulièrement manifeste, en fait. C'est pas assez appuyé pour que ce soit comique. Il y a un côté absurde, mais c'est un absurde où d'un coup on se retrouve plongé dans un monde qu'on ne soupçonnait pas. Mais le monde en soi n'est pas complètement surréaliste. Et pour cause, quand on connaît un petit peu l'univers duquel il s'inspire, à savoir voilà, les intérieurs d'Ed Gein et le côté redneck qui pète un câble, etc., c'est moins absurde aujourd'hui, depuis qu'on a été en fait exposé à la culture des serial killers et à parfois aux outrances de comportement que ces derniers ont pu avoir. On est un peu moins surpris aujourd'hui par, je pense que Massacre à la tronçonneuse offrait à l'époque. À l'époque, c'était quand même du jamais vu. Faut quand même le dire. À l'exception, je crois, de Diran Jed, qui parlait justement d'Ed Gein, il n'y avait pas énormément de films qui allaient aussi loin dans le côté un peu glauque, morbide des méchants et des personnages. Donc, Tobe Hooper avait insisté un peu sur l'ambiance en faisant ce premier film, et ce premier film ayant été un succès, il va vouloir remettre le couvert avec son Massacre à la tronçonneuse 2. Mais Massacre à la tronçonneuse 2, lui, sera beaucoup plus excessif. Et d'une certaine façon, pour Tobe Hooper, Massacre à la tronçonneuse 2 est la version réussie de Massacre à la tronçonneuse qu'il voulait donner à son public. Donc là aussi, il y a une première source de polémique parce que pas mal de gens ont aimé le premier Massacre à la tronçonneuse, mais détestent généralement le deuxième. Ce qui n'est pas mon cas. Pour ma part, je trouve que ce premier Massacre à la tronçonneuse, ce premier essai, un des films de la saga Massacre à la tronçonneuse que j'ai vu en dernier. J'ai commencé d'abord par voir les remakes, puis j'ai vu le 2, que j'ai détesté quand je l'ai découvert. J'ai trouvé ça abominable et irregardable. Puis j'ai vu le 3, qui était pas mal, le premier, et petit à petit, ensuite, sont sortis Texas 3D, Leatherface, et tout récemment le film de Netflix. Donc ça donne un petit peu une idée quand même des biais que je peux avoir dans la saga. Toutefois, pour ce premier Massacre à la tronçonneuse, moi j'ai pas été particulièrement séduit par le film. Même la première fois que je l'ai vu, j'ai cherché à comprendre pourquoi tous les gens adoraient, et c'est probablement parce que les gens le voient avant de voir les autres. Et donc du coup, il y a quand même ce côté culte, ce côté cinéma qui fait que ce côté hommage. Quand je parle de côté cinéma, le côté hommage du coup aux aînés. Car pour ma part, moi je ne trouve pas que ce film soit particulièrement bon et intense. En tout cas, il m'a moins apporté que ce que m'ont apporté les autres. Pour moi, c'est un petit peu un film qui se cherche, qui ne sait pas trop vers où il va. L'humour, à part pendant la scène du dîner, qui est suffisamment excessive et appuyée en termes de grimaces et de jeux d'acteurs, avec des décalages de folie. C'est finalement ce qui fait c'est finalement ce qui fait un petit peu l'intérêt du film, mais pour moi c'est devenu un peu la moyenne dans les Massacres à la tronçonneuse, et de ce point de vue là, l'original, donc le premier, offre moins que ses suites, même que je trouve Massacre à la tronçonneuse 3,
qui est un peu plus généreux et un petit peu plus sympathique. Il y a une bonne ambiance de série B, alors que là, dans le premier Massacre à la tronçonneuse, c'est une ambiance de série B, mais il y a des moments qui sont un peu lents, un peu longs. Ça prend un peu son temps. La tension est pas, elle est pas énorme. Il y a les moments d'attaque, effectivement. Mais en termes de raffinement, d'ambiance, je trouve que ce film manque clairement d'esthétique, même de savoir-faire un petit peu dans la façon de tout filmer. Je trouve pas ça particulièrement efficace. Voilà. Pour moi, c'est plutôt le deuxième qui est assez élevé dans mon top. Je trouve clairement le second meilleur que le premier. Et on va tout de suite en parler pourquoi. Massacre à la tronçonneuse 2. Alors, il faut revenir un petit peu sur le fait qu'on change de décennie avec ce film. On passe dans les années 80. Toby Hooper, qui ressort d'autres films, décide de lancer son projet de suite Massacre à la tronçonneuse 2, où il va essayer de revenir à l'idée qu'il avait en tête en faisant le premier Massacre à la tronçonneuse, à savoir faire un film d'horreur d'une absurdité telle que le spectateur va complètement s'en prendre plein la tête et sera partagé entre le rire et la folie, quoi. L'idée, c'est de réussir à obtenir le décrochage de folie où, en pleine horreur, on se met à rire parce que c'est trop, c'est beaucoup trop. Et ce film est le plus fou de la saga, je pense. Clairement, c'est le plus excessif de la saga, c'est celui qui va le plus loin et c'est celui qui réussit le mieux à jouer avec ce décalage et à obtenir ce résultat. Il y a des séquences dans ce film qui sont absolument incroyables. Je pense typiquement à celle que là j'ai mis en extrait, cette séquence où Leatherface charcute un ami de l'héroïne, puis la trouve, et il commence à y avoir cette scène absurde de danse où il lui colle le visage en peau de son ami sur la tête, où il danse avec elle, où on ne sait absolument pas ce qui peut se passer pendant les 5 prochaines secondes, et on est là, on vit cette scène, on ne sait absolument pas ce qui est en train de se passer, c'est absurde. Et Leatherface doit s'en aller, il l'attache, elle essaye de s'enlever le masque en peau, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle est attachée. Là, son pote qui a plus de visage se relève, en la voyant elle avec son visage sur la tête. Il essaye de la libérer, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive vraiment pas avec ces espèces de spasmes nerveux. Il arrive pas à faire des gestes précis. C'est une scène où on atteint une culminance dans la folie qui fonctionne très bien. Et si je cite cette scène-là en particulier, c'est parce qu'elle est muette. Ce film, il est détesté. Pourquoi ? Parce que ce décalage absurde a tendance à faire sortir un peu les gens du film. Les gens se disent que c'est trop et ils décrochent, ils partent dans autre chose. Donc, le décalage, pourquoi les gens aiment moyennement ce film ? Le décalage qu'il y a avec cet humour vraiment absurde où tout est excessif a tendance à faire sortir les gens du film. Les gens décrochent parce que c'est trop, quoi. Ça les a pas immergés dans le film, ça les en fait sortir. Et il faut le dire aussi, les dialogues de ce film ont l'air d'avoir été complètement improvisés parce qu'ils sont d'une nullité totale, que ce soit dans la version originale ou dans le doublage français. Les dialogues sont absurdément mauvais et c'est un écueil pour pas mal de gens parce que du coup les gens n'ont pas forcément l'air sympathiques.
ça a l'air d'être assez médiocre et ça donne au film presque un aspect un peu bâclé. Alors qu'en termes d'ambiance, ça se passe dans un parc d'attractions désaffecté où les attractions sont redécorées avec des squelettes, des tripes, des boyaux, des bouts de peau humaine. Enfin, c'est une folie qui va outrancièrement loin. On a le personnage de Chop Top qui est une incarnation des PTSD post-Vietnam. On a la thématique du parc d'attractions, c'est les grandes batailles du Texas, les grands carnages d'une certaine façon qui ont eu lieu dans la région. Le père ici, enfin le grand frère, fait du méchoui avec fait du chili con carne avec de la viande humaine évidemment, et il gagne des concours sans arrêt avec. Il y a tellement d'absurdité dans ce film que la plupart des gens décrochent et trouvent que c'est de la merde. Et moi, je trouve vraiment qu'en termes de folie, c'est celui qui va le plus loin. Et c'est finalement un de ceux qui en offre le plus au public. Clairement. Je pense qu'avec les remakes, c'est celui qui en donne le plus à voir en termes de sensations et en termes d'innovation. Et pour le coup, dans la saga Massacre à la tronçonneuse, il n'y a aucun autre Massacre à la tronçonneuse qui ressemble à Massacre à la tronçonneuse 2. Certains préfèrent ça comme ça. Moi, personnellement, je trouve vraiment que cette identité, ce qu'a voulu faire Tobe Hooper, c'était finalement quelque chose qu'il fallait proposer. Ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, vu l'échec que Massacre à la tronçonneuse 2 a incarné, Tobe Hooper n'est plus revenu à la saga par la suite. Il s'est contenté de vendre les droits et de prendre un petit billet de temps en temps quand il y avait un nouvel opus qui sortait. Certains préfèrent que ça soit passé comme ça. Moi, je pense que Tobe Hooper avait tout dit avec ce Massacre à la tronçonneuse 2. Il avait réussi à faire la version qu'il aurait voulu obtenir au début. Donc, pour moi, c'est un des piliers de la saga, clairement. Je le mettrais en top 2 ou top 3 avec les remakes. Car on sent que ce Massacre à la tronçonneuse, même si l'aspect dialogue et la direction d'acteur, ça n'a pas été complètement maîtrisé et que parfois ça part un peu trop dans tous les sens, le concept de folie et de mettre une tonne de folie à l'écran, de ne pas arrêter, de ne pas laisser le spectateur respirer avec la folie, c'est dévastateur, ça marche super bien. Et pourtant, je reviens d'une période où j'ai détesté le film quand je l'ai découvert, parce que c'était tellement pas les Massacres à la tronçonneuse qu'il y avait dans les remakes, c'était tellement différent et ça semblait tellement absurde, tellement outrancier que j'étais pas dans le ton, je trouvais pas que le film fonctionnait. Alors que maintenant, aujourd'hui, c'est clairement, je pense, un des meilleurs. Il fallait atteindre cette quintessence de folie, cet excès, pour dire qu'au moins la saga avait évolué et qu'on avait proposé quelque chose de nouveau. Et là, pour le coup, cette nouveauté a rarement été égalée au cinéma. Des films où la folie va aussi loin dans les outrances qui sont montrées à l'écran. Et c'est pas de la folie où le film se met à distance de ce qu'il est en train de filmer. En fait, la folie est contagieuse dans ce film. Ça imprègne tout le film, y compris la façon dont il a été fait, et parfois pas toujours bien fait, effectivement. Parce que là, pour le coup, les décors en carton-plâtre, on les voit, mais beaucoup. On les voit tout le temps. Il y a le côté un peu... le côté factice un petit peu, parce que les gens trouvent que c'est surjoué, Tout ça participe à créer un climat qui réellement apporte du neuf et clairement c'est une de mes principales recommandations. Franchement, ce film
est une exception dans la saga et c'est pas un ratage, contrairement à d'autres de ses confrères qui, eux, se sont plantés. Là, le truc est globalement maîtrisé et réussi. C'est un film qui en fait trop, qui est excessif, mais c'est pas un film qui s'est planté. Donc j'invite les gens à essayer de le réévaluer en tenant compte un petit peu effectivement de ses défauts, parce qu'on ne peut pas passer outre ses dialogues et l'outrance du jeu, mais tout ça contribue à la folie qui devait être l'essence du film. Donc voilà, je vous invite à le regarder, à le réévaluer, et on passe maintenant à la suite. Bon. Alors, Massacre à la tronçonneuse 3, il arrive au tout début des années 90. Donc c'est un petit film de Jeff Burr. À la base, ça aurait dû être Peter Jackson qui devait le faire, mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Voilà, c'était pour la petite anecdote que tout le monde connaît. Alors, ce Massacre à la tronçonneuse, il a essayé de revenir un peu aux origines, tout en faisant un film un peu plus fun et décontracté. Il y a vraiment beaucoup plus une ambiance de série B dans ce film Massacre à la tronçonneuse. Ils ont essayé de revenir à l'ancien. Il y a de nouveaux membres de la famille qu'on nous montre. Ce film, globalement, il y a un peu tout ce qu'on peut attendre d'un Massacre à la tronçonneuse dedans, en mode série B sympathique des années 90. Les années 80 et 90, c'est un petit peu l'âge d'or de ces films bis qu'on aime beaucoup. Il y avait quand même un peu de budget pour les effets spéciaux et où ils essayaient de proposer des ambiances sympas, des trucs avec des personnages charismatiques, quelques petits trucs gore, mais ça restait un peu sage, ou alors le but n'était pas d'être réaliste, mais au contraire d'être un peu outrancier pour passer un bon moment. Ce Massacre à la tronçonneuse essaye de faire les choses sérieusement. On voit bien le côté hommage au premier, avec peut-être un petit peu plus de budget. On revient un petit peu au côté glauque qu'il y avait dans les premiers Massacres à la tronçonneuse, mais il y a, je trouve, un petit peu plus de légèreté dans le ton, la mise en scène surtout. C'est pas une photo dégueulasse comme le premier avec un rythme qui est un petit peu en dents de scie. C'est quelque chose qui est un peu plus maîtrisé, un peu plus en climax, avec une partie séquestration qui va durer un peu plus longtemps, où ils vont prendre le temps de nous poser un peu les personnages. C'est un des premiers aussi qui essaye de nous faire un petit peu de psychologie sur Leatherface. Enfin bon, de la psychologie, on avait dans le deuxième avec le côté libido décomplexé du personnage, les pulsions de libido de Leatherface. Mais là, ils essayent un petit peu de poser deux, trois éléments aussi pour humaniser un petit peu l'ogre qu'incarne Leatherface. Globalement, il n'y a pas énormément de choses, je pense, à dire sur ce Leatherface Massacre à la tronçonneuse 3. C'est une série B qui est sympa. Elle n'est pas décevante. Il y a les éléments clés de la saga. Il s'est permis de faire revivre certains personnages qui étaient morts dans les deux premiers, en réintroduisant une famille, en créant une espèce de rupture en créant une espèce de rupture entre les deux premiers et celui-ci. C'est presque un quasi-remake d'une certaine façon, qui nous redonne ce qu'on a déjà vu, mais d'une façon différente, avec un petit peu plus de budget, avec une photographie qui est plus élégante, je trouve, qui est un peu plus série B, tout simplement. C'est vraiment un film qui essaye de prendre soin du public, qui veut faire un film sympa à voir, sans aucune ambition de révolutionner la saga. Ils veulent juste faire un nouveau film, et le résultat est sympa. Voilà, c'est gentil. Il y a 2 ou 3 petites séquences
qui marquent gentiment le public, comme pour moi c'est celle des toilettes. Il y a la séquence sur la route qui faisait monter un peu la tension. Il y a évidemment la séquestration dans la maison qui dure et qui dure avec des sévices. Et un Viggo Mortensen qui est pas si mal. Pour le coup, il y a des petites apparitions d'acteurs connus dans la saga qui sont plaisantes, parce que là, on a Viggo Mortensen dans le 3e, et dans le 4e, on aura Matthew McConaughey qui n'était pas très connu là aussi à l'époque. Ça fait partie des petits trucs sympas qu'on peut apprécier dans ces Massacres à la tronçonneuse. Celui-ci, pour moi, est moyen. Je le mets au niveau du premier. Pour moi, il est un petit peu équivalent au premier. C'est une façon différente de faire le premier. Une façon peut-être un peu plus classique que le premier, mais plus agréable aussi à regarder dans le ton et la narration. J'aime beaucoup le personnage joué par l'acteur noir, l'acteur culte là. J'aime beaucoup ce personnage dans le film, c'est justement un des rares auxquels on s'attache vraiment et avec lequel on se sent impliqué parce qu'on a envie qu'il survive. Il est costaud, il a envie un petit peu d'en découdre, c'est le seul qui permet un peu de rendre les coups parce que Massacre à la tronçonneuse, en tout cas les deux premiers, au niveau de rendre les coups, c'était pas vraiment ça, l'héroïne avait un peu de mal. Et le personnage de Dennis Hopper dans Massacre à la tronçonneuse 2, c'était pas un personnage très attachant. Au contraire, c'était un personnage où on avait un petit peu rien à faire. Il incarnait la folie religieuse, là aussi, voilà. Mais bon, c'était pas un personnage auquel on s'attachait directement. Là, on s'attache peut-être un peu plus aux personnages. Et comme on s'attache à eux, on est un peu plus immergé dans le film, je trouve. Et donc, c'est ce qui donne ce petit capital sympathie à Massacre à la tronçonneuse 3 et qui fait que on passe toujours un bon moment quand on le regarde. Et c'est pas un opus honteux, il n'est pas raté. Il n'a aucune ambition, donc par rapport au premier... Est-ce qu'il vaut moins que le premier parce qu'il n'a justement pas tenté d'apporter vraiment sa pierre à l'édifice? Je ne sais pas. Moi, je mets le premier et le 3 un peu au même niveau parce que c'est les mêmes films faits d'une façon différente pour des époques qui sont un petit peu différentes. Le côté années 70 est plus dur, plus brut et un peu plus brouillon aussi. Celui-là, c'est ce qu'il fait, c'est où il veut aller, il sait doser ses petits effets, il n'a aucune autre ambition que divertir, et il est fait typiquement dans la mode un peu de l'horreur des années 90. C'est pas un film qui va partir dans tous les sens, c'est pas non plus un film qui est trop excessif, il montre assez peu d'effets gore, il y en a un petit peu, mais il y en a de façon moins appuyée que dans le premier. Donc à voir en fonction de ce qu'on préfère en termes d'ambiance. Je trouve que les deux s'équivalent et il y a un peu à boire et à manger dans les deux. On va passer maintenant à Massacre à la tronçonneuse 4. Alors, Massacre à la tronçonneuse 4, c'est milieu des années 90, fait par un illustre inconnu. J'ai noté Kim Henkel. Bon. Ce film a fait un effort. Il a essayé d'apporter quelque chose de nouveau. Et finalement, le film aura réussi à me faire rire. En fait, ce film, c'est une blague. C'est un film qui ne prend pas vraiment au sérieux Massacre à la tronçonneuse et qui, sous prétexte de faire un film d'horreur, a fait une comédie. C'est une comédie. Ce film est censé être une comédie. L'absence de scènes un peu violentes et le côté volontairement parodique de nombreuses scènes qui sont dans le film, qui parodient des séquences cultes de la saga. Typiquement, là, c'est celle du dîner. C'est pas anodin. Ce film est une parodie de Massacre à la tronçonneuse
Et comme on était dans la décennie des années 90 qui en faisait trop et qui était incapable de faire des films d'horreur vraiment sérieux, pour le coup, je sais pas, mais si vous vous rappelez, les films qui marchent à cette époque-là, c'est La fiancée de Chucky, c'est toute cette vague d'horreur des années 90 qui ne prend pas l'horreur très au sérieux et qui rajoute de la comédie. Les Scream, c'est cette période-là aussi. C'est une période où l'horreur n'est pas vraiment prise au sérieux. Et donc du coup, d'une certaine façon, Massacre à la tronçonneuse 4 est un petit peu logique dans ce qu'il a voulu proposer vis-à-vis de son époque. C'est quelque chose de purement comique et donc il a essayé d'être une parodie de la saga. Et ça se voit beaucoup par exemple avec Leatherface qui est devenu un espèce de travelot boursouflé qui maquille ses visages en peau humaine. Il le faisait aussi dans le premier film. Il y avait ce côté un peu maquillage sur son masque. Mais comme on n'insistait pas dessus, ça a été un peu abandonné par la suite. Là, il ressuscite ça, mais ces petits gestes efféminés ont tendance à justement le rendre complètement ridicule. Ce qui est volontaire dans l'aspect parodique que développe le film. Mais le problème de cette parodie, c'est qu'elle n'est pas très drôle, et c'est pas très très efficace, parce que par rapport aux 3 premiers films, il y avait toujours un petit côté sérieux et un petit côté intense qui faisait, il y avait toujours un côté sérieux et intense qui faisait qu'on s'immergeait quand même dans le film, qui sont à la base des survival. On est censé voir des personnages qui vont avoir du mal à survivre et qui vont s'en prendre un petit peu plein la gueule. Et là, avec Massacre à la tronçonneuse 4, on est censé un peu rire de ces situations qui flirtent un peu avec le malaise, sauf que là, le malaise, il est là, mais c'est pas un malaise très drôle, c'est pas un truc qui va nous faire rire du malheur de ce que les gens sont en train de subir ou de la folie des méchants. C'est pas du tout quelque chose qui est conçu comme ça. C'était l'objectif, je pense, qui était cherché, mais ça ne fonctionne pas. Matthew McConaughey, il essaye justement d'être un petit peu la présence folle qui va animer le film, un petit peu comme Viggo Mortensen essayait de l'être aussi dans Massacre à la tronçonneuse 3. Mais ici, le côté tellement what the fuck de la séance est en train d'exploser, quoi. D'une certaine façon, ça explose en plein vol et le film ne nous immerge plus très vite au bout d'un moment. Et comme on n'est pas dans le film, on s'identifie à aucun des personnages parce qu'ils sont tous agaçants. Cet humour est lourd et nous agace. C'est un film qui est globalement ennuyeux, quoi. On s'ennuie parce qu'on a compris que c'était fou, mais on a compris aussi que le film, très vite, n'irait pas très loin. Il nous proposerait pas grand-chose de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'il y a à en retirer aujourd'hui ? Pas grand-chose, hein. Il est détesté par la plupart des fans. Il n'est pas particulièrement... Je connais pas un public qui apprécie Massacre à la tronçonneuse 4. Faudrait me dire, hein, peut-être les fans des films Zucker, des frères Zucker, quoi, par exemple, mais je sais pas si c'était pas le public visé à la base. Moi, personnellement, il fait clairement partie des films que je pense être ratés de la saga. C'est un film qui avait des objectifs et qui les a complètement ratés. Et c'est pour moi clairement le dernier de mon top. Je pense que c'est celui qui est le plus raté parce qu'en plus, il n'y a même pas de côté un petit peu divertissant, il n'y a même pas une séquence marquante du film. Parce que une séquence qui va te marquer dans ce film, c'est la séquence de la télécommande, par exemple. C'est tellement nul que ça va un peu te marquer, tellement il fallait pas le faire, quoi. Ou la danse de Leatherface à la fin avec la tronçonneuse qui se trémousse avec la robe. Il fallait pas le faire. Donc, je pense que c'est un film raté et pour ça, il termine dernier dans mon top. Probablement avec Texas Chainsaw 3D aussi, qui lui aussi a été raté.
Donc, très mauvais film, clairement à oublier, je pense. Et comme c'est un film qui là aussi a un peu rebooté le massacre à la tronçonneuse en remettant des membres de la famille qui étaient morts, qui n'étaient plus là. C'est une nouvelle famille. À chaque fois, Leatherface, je pense qu'il se fait adopter par plein de familles dégénérées et différentes, parce qu'à chaque nouveau film dans cette période-là, c'est de nouveaux personnages. En fait, ils essayent de rebooter à chaque fois. Ils rebootent. Et ça fonctionne pas très bien dans celui-là. C'est clairement le film le plus oubliable de la saga. Puis après, il y a eu une pause. Ils ont fait une pause pendant 8 ans avant de ressusciter Massacre à la tronçonneuse pour la période fastueuse des remakes des années 2000. Et ça a été un gros remake des années 2000 qui est devenu depuis un peu un incontournable. Et donc, on va en parler maintenant. Alors, le massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel, c'est le premier que j'ai vu. Donc forcément, j'étais sous le charme. Je ne connaissais pas Massacre à la tronçonneuse, je l'ai vu dans un bac à soldes. Et j'ai vécu une super séance. C'était vraiment agréable de voir un film d'horreur comme ça qui était très conscient un petit peu de ses influences, qui a digéré vraiment les premiers massacres à la tronçonneuse, surtout en fait le premier massacre à la tronçonneuse, celui que tout le monde a aimé, et les éléments qu'il a choisi de sortir sont vraiment bons. À savoir qu'il a essayé de garder le côté ambiance un peu poisseuse, un peu malsaine qu'il y avait dans le premier film. Ça passe par cette image désaturée, un petit peu classique des années 2000, qui reviennent beaucoup aux influences des années 70. Et dans ce remake de Massacre à la tronçonneuse, ils ont choisi de changer quelques petits éléments et surtout de conserver l'humour, mais c'est pas un humour qui est similaire à celui de Tobe Hooper. C'est pas un humour dans l'excès et l'absurde. C'est pas un humour excessif. C'est un humour noir qui est à chaque fois très bien dosé. Et l'humour noir passe alors un peu avec les situations, mais surtout avec certains personnages. Et c'est là que le personnage de Hurley Hermé, Hurley Hermé nous ressort sa palette d'acteurs qui est très classique. Maintenant qu'on connaît Hurley Hermé, on a envie de le voir crier sur les autres acteurs. C'est ça qu'il sait faire de mieux. Et ici, je crois qu'il a eu un autre rôle culte. C'est son autre rôle culte avec celui du sergent dans Full Metal Jacket. Ce rôle du flic qui passe son temps à agresser les victimes et à les ridiculiser constamment. C'est absolument génial et l'humour passe vraiment beaucoup avec lui. Il dope la séance en termes de comédie et c'est ça finalement qui est vraiment bon avec ce remake et qui fait pour moi que c'est un des meilleurs de la saga. Peut-être pas le meilleur de mon point de vue, en tout cas pas mon préféré, mais clairement dans le top 3, parce qu'il a très bien compris que la saga Massacre à la tronçonneuse, c'est pas vraiment l'excès qui fait son essence, c'est plutôt l'ambiance et s'il faut évidemment une ou deux séquences de tronçonneuse pour quand même qu'on ait ce qu'on veuille, le côté décalage un petit peu et le côté humour fait vraiment partie de Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, c'est pas un film d'horreur qui se prend vraiment au sérieux, même si c'est un film qui est fait sérieusement et qui offre des séquences d'horreur qui sont bien faites et efficaces. Et ce mélange, ce patchwork, c'est finalement ça, je pense, qui est la bonne formule, la formule qui a bien fonctionné et qui fait que ce nouveau Massacre à la tronçonneuse a été plutôt un succès, il a bien marché et il est unanimement reconnu aujourd'hui, je pense dans la communauté en tout cas des cinéphiles qui aiment l'horreur, il est reconnu comme un des bons remakes et un bon film en même temps. Pour tous les éléments qu'il a mis en place. La bande de jeunes est beaucoup plus caractérisée et beaucoup plus sympathique
que celle du premier film. C'était un problème dans le premier film de Hooper, c'est qu'on ne s'intéresse pas trop aux personnages parce que ils sont pas très attachants, ils sont un peu développés, mais pas tant que ça. Ils ont un peu vieilli dans leur développement, alors que les jeunes de ce TCM-là, on est tout de suite un peu proche d'eux, on s'immerge au milieu, c'est un peu la bande de potes, et voir ce qu'ils vont traverser, ça crée une immersion qui fonctionne très bien. Plus, après, les séquences d'horreur du film qui sont très bien dosées. Il y a vraiment, pour le coup, dans ce film-là, une recherche d'esthétique. Il y a une esthétique, effectivement, qui évoque les années 70, mais des compositions de plans, sur les détails, justement, qui font un peu plus nature morte, avec des bouts de cadavres. Il y a une ambiance très sombre qui est bien travaillée. Il y a beaucoup plus de choses dans ce remake qui font de ce film un film beaucoup plus conscient de ce qu'il est, beaucoup plus travaillé et plus efficace. Donc, clairement pour moi, un film, un remake qui est supérieur à l'original, qui offre clairement une bonne expérience de Massacre à la tronçonneuse, en plus au cinéma, et en proposant une version bien standardisée, bien calibrée de ce qu'ont fait les prédécesseurs. D'une certaine façon, c'est un aboutissement de Massacre à la tronçonneuse 3, en cette fois-ci limitant moins l'horreur, en la rendant plus satisfaisante sous certains aspects, avec ce côté un peu comme le premier, pas de gore. Il y a la tronçonneuse, mais pas de gore. On va éviter les plans trop gore pour justement être un peu dans l'esprit du premier. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, a été apprécié. On a globalement un résultat qui est à la fois respectueux de l'original et en même temps soucieux d'offrir quelque chose de moderne et d'efficace sur tous les tableaux, que ce soit dans l'humour et dans l'horreur, et clairement un film très bien maîtrisé et très bien fait de ce point de vue-là. Donc une réussite totale et clairement quelque chose qui gagne à être découvert et reconnu. Donc, au vu du succès de ce remake, on a enchaîné très vite en 2005, enfin 2006, en 2005-2006, avec une suite qui s'est révélée être un préquel. Je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire de suite. Ils ont préféré partir sur donc la genèse un petit peu du remake. Et ce préquel, donc Massacre à la tronçonneuse au commencement, c'est un film qui est une pure œuvre de producteur, où ils veulent être ultra généreux avec le public. Du coup, tous les personnages du remake qui nous avaient plu y reviennent, c'est-à-dire Early Armey, toute la famille, Leatherface aussi, voilà. Il y a tout le monde qui revient. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils décident de montrer beaucoup plus le point de vue de la famille, parce qu'au final, ils ont compris que ce qu'avaient aimé les gens aussi, c'est les tarés. Et comme ils étaient joués par de bons acteurs et qu'il y avait beaucoup ce côté humour noir dans le remake, ils ont voulu continuer là-dessus. Et Massacre à la tronçonneuse au commencement, préquel du remake, est pour moi le meilleur de la saga Massacre à la tronçonneuse. C'est le film ultra généreux par excellence. Il donne tout ce qu'on a aimé dans le remake. Il continue de garder cet humour noir en faisant encore plus. Et cette fois-ci, ils vont à fond dans le gore. Ils ont choisi de changer leur fusil d'épaule et d'être ultra généreux et pas frustrant au niveau du gore. Ils y sont allés à fond. Là, il y a beaucoup de gore, ils sont allés beaucoup dans les maquillages et ils malmènent vraiment leurs personnages. Et c'est ultra intense de ce point de vue-là, c'est encore mieux. On a pour le coup vraiment de la folie, de l'excès. On revient presque à certains moments
au second, à Massacre à la tronçonneuse 2, dans l'ampleur de l'horreur, dans l'ampleur des sévices. Ça évoque un peu ça, et en même temps, le film en donne sans arrêt. Il ne s'arrête plus au bout d'un moment, à partir des séquences où les héros ont été récupérés par la famille de Taré. Ça n'arrête plus. On est dans une séquence qui sans arrêt est sous tension, avec en plus les blagues et l'humour de la famille qui sans arrêt sont dans l'ironie ou dans l'humour noir. C'est une très bonne séquence, on ne s'ennuie pas. Là pour le coup, c'est peut-être moins raffiné que le remake pour le coup. Là on sent qu'en termes de maîtrise, ils se laissent aller complètement, ils veulent faire des séquences qui vont plaire à tout le monde, qui vont plaire au public, qui vont leur en donner en mode allez on fait un peu de complaisance, un peu de voyeurisme. Et qu'est-ce que ça marche bien, qu'est-ce que cet humour associé au gore en plus, parce qu'on a les conséquences, ça marche bien. Et ça pour le coup c'est quelque chose que on n'avait pas dans la saga jusque-là, aussi ce côté ultra satisfaisant, opportuniste aussi d'une certaine façon. Là pour le coup on sent l'opportunisme commercial qui fait suite au remake, mais ça donne une des meilleures suites de la saga et quelque chose qui réussit à être et dans la continuité du remake et à proposer en même temps quelque chose d'un petit peu nouveau avec cette surenchère de violence qui donne le petit côté excessif qu'on n'avait pas dans la saga depuis le 2. Donc, pour moi, le meilleur. C'est un film aujourd'hui qui est, j'ai l'impression, un petit peu décrié. Je tiens à citer quand même Mad Movies qui, sur la jaquette de son DVD à l'époque, je l'ai ici dans ma bibliothèque, on peut vérifier, avait marqué le meilleur avec l'original, inespéré, etc. Et qui, dans son grand dossier sur la saga Massacre à la tronçonneuse, en a profité pour tacler le film, dire que c'était de la merde et Michael Bay, gna 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 explosion, c'est opportuniste, c'est fait pour faire du pognon, gna 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 gna. Oh, le pognon, ça fait du bien aussi de temps en temps, surtout quand c'est excessif comme ça et que c'est bien fait là, à cracher dans la soupe. Mais aujourd'hui, avec l'horreur d'aujourd'hui, est-ce qu'on a des films aussi excessifs que ça et surtout des films aussi réussis et bien faits que ça? Parce que c'est à la fois sympathique, à la fois humoristique. Et en même temps, on passe une bonne séance, hein. On a ce qu'on est venu chercher. On a ce qu'on est venu chercher. Donc on sent que la moitié de la rédaction de Mad Movies est partie du journal et qu'on a soit des petits nouveaux, soit les anciens qui restent qui font un peu de révisionnisme. Mais Mad Movies, assumez un petit peu, vous avez dit que c'était bien, essayez au moins de comprendre pourquoi vous aviez dit que c'était bien avant de prendre tous les clichés de merde qu'il y a autour de ce film. Parce que, et certes, Lieb Eisenman, c'est pas un réalisateur qui a fait du grand cinéma, il a fait plutôt des films de commande, et ceci était un film de commande. Mais ce film de commande est un des plus généreux de la saga, et il s'est permis des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de voir non plus. C'est pas un film qui est très original, mais pour le coup, c'est un film qui est très satisfaisant. Donc pour moi, clairement, un des meilleurs de la saga, et voilà, il offre du lourd. Maintenant, est-ce que c'est un grand film d'horreur? Probablement pas. Non, c'est pas un grand film d'horreur, mais c'est un film d'horreur très satisfaisant et surtout très divertissant. Donc, tout ce qu'on était en droit d'attendre avec un Massacre à la tronçonneuse. Et autant dire que ça, on le regrette très vite parce qu'on part dans une décennie après de médiocrité. Et nous allons réaborder tout de suite. Eh bien, on y arrive. On commence à arriver dans la décennie 2010. Et donc, en 2013, nous avons eu le fameux Texas Chainsaw 3D. Bon, comment dire? Ce film a raté absolument tous ses objectifs.
Le côté 3D est nul. On voit que c'est de la 3D un peu post-prod où il y a quelques objets qui te sautent à la gueule, mais c'est tout. Il n'y a pas de grande profondeur de champ qui a été utilisée. C'est pas un film qui, techniquement, en 3D, avait été très abouti, parce que c'était complètement opportuniste, là aussi. Ils avaient juste dit, on n'a jamais eu de 3D, là on va essayer d'y aller. C'était l'époque de la 3D Madia, quoique c'était déjà encore un peu sur la fin, parce que déjà en 2010, la 3D commençait vraiment à faire mal aux yeux. Donc c'est un film qui arrive en 3D sur le tard et qui a raté le coche un petit peu à ce niveau-là. Et pour ce que le film a essayé de faire, à savoir un film qui oublie tous les autres massacres à la tronçonneuse et qui a voulu être soi-disant l'héritier du premier, en omettant Massacre à la tronçonneuse 2, qui était le même de Toby Hooper aussi, donc bon. En termes de légitimité, c'était un petit peu, je trouve, quand même présomptueux. Et ici, tout le monde a craché à l'époque sur le scénario, plutôt à raison, parce que cette histoire de tâche de naissance qui est censée faire le lien entre les personnages, c'est un cliché qu'on n'avait pas vu déjà depuis très longtemps, et quand bien même on est de la même famille, la proximité émotionnelle qui est censée s'installer entre les personnages, mais est-ce qu'elle est efficace une seule fois ? Enfin, est-ce qu'il y a une relation qui se crée réellement dans le film entre les deux personnages ? Je la vois pas. C'est pas parce qu'il y a une petite révélation à un moment sur le passé de Leatherface que il y a une espèce de relation qui se crée entre la protagoniste et le personnage. C'est pas du tout. En plus un film qui raconte une histoire pas particulièrement intéressante. Il y a une vague séquence hommage au début du film qui était censée raccorder un peu les wagons. Cette séquence, c'est pas si nul, à savoir le massacre de la famille par les rednecks un peu du coin. Mais en dehors de ça, il n'y a vraiment pas grand-chose en termes de propositions de nouveau dans ce film. Là, la seule séquence que j'ai mise du film, c'est celle où justement on retrouvait un petit peu le côté efficacité de la saga Massacre à la tronçonneuse, le survival, les personnages qui sont poursuivis par l'ogre à la tronçonneuse, etc. Voilà, il n'y a que ça à sauver dans celui-là, c'est cette séquence-là. Et dont la fameuse séquence de la tronçonneuse en milieu clos, c'était la séquence un petit peu qu'on nous vendait dans la bande-annonce. Eh ben, on l'a eu. Voilà. Et il n'y avait pas grand-chose de plus à en dire. Pour le reste, c'est un film qui échoue à divertir, qui échoue à susciter de l'émotion et de la proximité avec les personnages. On n'est pas particulièrement intéressé par leur sort et par leur devenir. Ça essaye de revenir un peu aux origines de Massacre à la tronçonneuse, mais ça n'y parvient pas à une minute. Il n'y a que ces petites séquences de course-poursuite qui éventuellement nous donnent quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. Et pour le reste, on n'avait pas trop l'habitude d'avoir tant de dialogue et tant de prise de temps pour poser les situations. Donc c'est un film qui, au final, est vraiment mou, qui ne va vraiment pas très loin. Et il y a assez peu de personnes qui, je pense, ont aimé. J'aimerais savoir qui défend encore ce film aujourd'hui. Parce que même dans des séquences qui avaient du potentiel, comme celle de la fête foraine. Et donc, pour faire le bilan sur ce Massacre à la tronçonneuse 3D, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Les rares trucs nouveaux, c'était toute cette espèce d'intrigue familiale qu'ils ont essayé de broder autour de la sœur de Leatherface. Bon, c'est pas terrible, c'était pas très intéressant, et en plus, le film n'est pas très satisfaisant, il y a assez peu de violence,
Il y a à peine vite fait à la fin un petit coup de tronçonneuse par-ci par-là. Le reste du temps, ça passe son temps à se courir après. Les morts sont frustrantes ou très rapides. L'ambiance... je sais pas si on peut parler d'ambiance parce que le film est au point mort pendant très longtemps. Il y a assez peu de moments où on est sous tension et où l'intrigue avance. Bon. Clairement, c'est un film qui a raté beaucoup de choses. Et pour moi, voilà, c'est le pire avec Massacre à la tronçonneuse 4. C'est un film qui a raté beaucoup de ce qu'il voulait faire. Donc... je ne l'ai même pas à voir, hein. On peut le passer. Hein. Comme c'est un film qui a effacé une partie de la saga pour pouvoir se lancer, c'est pas vraiment un film qui, si on le rate, va enlever quelque chose à la saga ou constituer une tentative qu'on pourrait avoir des regrets d'avoir raté. C'est clairement un opus très commercial qui n'a pas du tout fonctionné et qui n'est même pas vraiment généreux avec son public, donc on peut l'éviter. On peut l'éviter. Alors, on arrive maintenant sur un cas très particulier de la saga, le cas Leatherface, donc sorti en 2017, 5 ans après, 4 ans après l'horreur que fut Texas Chainsaw 3D. Ce film devait être un petit peu la vengeance des fans vis-à-vis de l'affront qu'on venait de leur faire avec Texas Chainsaw. C'était un film d'auteur. Le choix pour le coup du duo de réalisateurs Maury et Bustillo pour la réalisation était vraiment pas anodin. On allait voir ce qu'on allait voir, on savait que c'était deux gros fans des licences d'horreur américaines. C'était eux qui auraient dû faire Halloween 2 à la place de Rob Zombie, pour succéder à Rob Zombie. Et donc du coup, après la frustration de l'échec à aboutir au script, à aboutir sur le tournage de Halloween 2, Maury et Bustillo ont hérité dans les remakes ou suites du projet de faire un massacre à la tronçonneuse. Alors on allait voir ce qu'on allait voir, ils allaient mettre le paquet, c'était les Frenchies qui étaient aux commandes, et donc du coup ça nous promettait du neuf, et ça a été le plus gros gâchis de la saga. Pour le coup, c'est un film raté, mais c'est un film raté que je trouve beaucoup moins grave dans la saga parce qu'il a vraiment essayé de faire plein de choses nouvelles qui, sur le papier, étaient très intéressantes, mais qui ont été très mal exécutées. Avec en plus le film qui a été charcuté au montage, on sait qu'il devait faire 2 heures à la base. Il y a des choix scénaristiques qui ont été imposés par les producteurs et qui ont flingué le scénario du film. Parce que typiquement, là, on suit 2 frères de la famille Sawyer qui, quand ils sont jeunes, commettent des meurtres et sont arrêtés par la police, isolés de leur famille et placés en centre de rééducation pour jeunes, très loin de leur famille et sans contact. Et ils se radicalisent et ils se psychopathisent dans cette espèce d'asile pour jeunes, du coup. Jusqu'à ce qu'ils réussissent à s'évader et qu'ils commencent à entreprendre une cavale sanglante et ainsi de suite. Sur la base, on donne ce scénario, on est super content. On fait, putain, ça va devenir un road movie. Génial, on sort de la maison des Sawyer et puis on va arriver dans un terrain inconnu. Fantastique, formidable. Et sur le papier, le film commence bien avec les meurtres qui sont faits par les enfants, et donc on voit les enfants redneck qui commettent les actes, on voit ce qui se passe après avec leur famille, les conséquences, l'isolement décrété par les autorités. Le méchant est incarné par le policier du coin qui connaît du coup la famille, qui connaît les tendances, et qui du coup fait une affaire personnelle de cette histoire, et ainsi de suite. Donc le bien et l'ordre incarnent le méchant dans ce film.
Et donc, on était censé avoir un film typiquement vraiment qui avait un côté auteur, un film d'horreur d'auteur qui va prendre le parti des méchants et voir un peu tout de leur point de vue. Et dans l'exécution, c'est un film qui est très bavard, très long, avec assez peu de scènes marquantes et qui s'axait autour de certains retournements. Typiquement, au niveau des deux enfants, enfin au niveau des deux jeunes qui sont dans l'asile, quand ils sortent, il y en a un, on voit immédiatement qui va être Leatherface. On voit ce qui va se passer. C'est pas le protagoniste, c'est évidemment pas celui qui occupe l'écran et le personnage principal, celui auquel on s'attache. Mais les producteurs ont décidé au dernier moment d'inverser leur rôle parce qu'ils voulaient qu'on s'attache un petit peu à Leatherface, sauf que psychologiquement, ça ne fait plus aucun sens par rapport aux personnages qui ont été plantés dans l'introduction. Et donc, le film s'est sabordé vraiment à partir de là, et après, il n'y a plus vraiment de cohérence à partir de là. C'est un film rapiécé qui essaye de fonctionner malgré ce qu'on lui a imposé, puis qui a été charcuté aussi au montage. Il doit manquer des scènes qui approfondissent les personnages. Bref, ça, c'est pas bon du tout. Malheureusement pour Maury et Bustillo, on voit qu'il y a de bonnes tentatives, il y a de bonnes intentions en tout cas dans la base. La trame scénaristique, quand elle est résumée, elle est bien, mais le traitement fait par le film laisse beaucoup à désirer. Il y a beaucoup de zones de mou. Le film a du mal à avancer, il a assez peu de temps fort. Et l'escapade en road trip sanglant qu'on nous vendait, le petit truc, disons-le, à la Devil's Reject qu'on attendait en mode massacre à la tronçonneuse, on l'a pas vraiment. On l'a peut-être pendant la séquence de prise d'otage au motel, là, enfin pas au motel, mais au café là. En dehors de cette séquence, le film a assez peu de choses qui sont marquantes, et même s'il y a une ou deux séquences gore qui sont réussies, on sent vraiment que le film pédale dans la semoule et il n'a pas convaincu grand monde. Les fans n'ont pas du tout été convaincus au final. Alors que malheureusement, c'est le film d'auteur de la saga. C'est celui où on a laissé un peu des auteurs, des réalisateurs qui avaient un cachet auteur, s'emparer du matériau et faire, je ne vais pas dire faire ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas été complètement libres sur ce projet, mais en fait, ils ont été libres de le lancer et au fur et à mesure, le projet a été parasité par les producteurs. Ce qui donne un petit peu le gâchis qu'on connaît aujourd'hui. Mais le résultat avait des choses à proposer. C'est pour ça que pour moi, il n'est pas à la fin. C'est un film qui a raté ce qu'il voulait faire, mais il n'est pas à la fin. Sur les 9 films de la saga à ce jour, je dirais qu'il est 7e ou 6e. 7e ou 6e, pas autre chose. Il mérite quand même d'être vu pour ce qu'il a tenté de faire. Pour le film qu'il aurait pu être, il y a encore quelques petits restes dedans qui peuvent être analysés ou en tout cas vus positivement. Mais le résultat peine vraiment à convaincre. Parce que il est long, il ne se passe pas grand chose et au final le propos a été gâché, il n'y a pas grand chose à dire et pas grand chose à sauver. Donc un opus clairement mineur de la saga. Arrivait alors le moment où on n'attendait plus vraiment de nouvel opus. Arrive alors le moment où on n'attendait plus vraiment de nouvel opus dans la saga Massacre à la tronçonneuse. Et qu'est-ce qui se passe ? On a le Netflix
on a Netflix qui nous dit « Hey, on va vous faire un massacre à la tronçonneuse !» Ouais, fais-le, vas-y, fais-le. Ça a été de très longs mois d'attente. Parce qu'on était curieux et en même temps la bande-annonce qui nous montrait tout un tas de jeunes un peu woke débarquer dans Massacre à la tronçonneuse, on était en mode aïe 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 aïe, et le résultat a été inattendu. On arrive donc en 2022. Netflix vient de sortir dans les premiers jours son Massacre à la tronçonneuse, dirigé par David Blue Garcia, sous la houlette un peu de Fede Alvarez. Et c'est curieux, mais ce film n'a pas vraiment déçu. C'est un film qui ne pouvait que se planter, parce que les fans de la première heure, ils étaient là, mais ça s'accorde moins avec le grand public au niveau toujours des goûts. Et Netflix, on les connaît un peu dans leur formule, ils aiment bien les woke, ils aiment bien la nouvelle génération éveillée, où il faut mettre de la thématique sociale, il faut mettre des enjeux politiques, etc. Voilà, il faut faire ça pour faire un bon film, ce qui est faux. Mais, et donc, de par ce mélange impossible, c'est vraiment l'huile et l'eau, hein, on peut pas mélanger les deux, et ben, ils ont eu une bonne idée dans le scénario, à savoir d'essayer de mettre en place un espèce de clash générationnel avec ville-campagne, woke versus vieux beauf raciste du Sud. Il y a vraiment tout ça. Et d'avoir fait le clash comme ça fait que chaque partie du public s'identifie à des personnages ciblés qui sont plutôt bien et qui sont à chaque fois un petit peu droit dans leurs bottes, etc. Les woke font des trucs de moralisateurs constamment. Les vieux du Sud balancent des punchlines limite qui nous arrachent forcément un sourire. Bah, c'est bon, vous avez compris dans quel camp je me mettais. De toute façon, je suis avec Leatherface et je suis avec le beauf raciste texan qui répare les bagnoles. C'est les deux personnages qui, moi, m'ont plu et qui ont plu, je pense, à tous les fans. C'est forcément, en fait, dans un clash générationnel, on prend forcément part à la lutte pour un camp ou pour l'autre. Et donc, du coup, comme ça, le film a réussi à associer les deux publics sans les réconcilier ensemble, sans avoir à les réconcilier. Au contraire, il insiste beaucoup sur les frictions et le clash. Et donc, du coup, les fans, ils sont contents parce que du coup, ils se retrouvent un peu du côté de Leatherface qui va aller démonter la gueule de tous ces bobos. Et le nouveau public qui ne connaîtrait pas vraiment Massacre à la tronçonneuse, il peut voir dans les thématiques modernes qui entourent ces personnages des trucs éventuellement pour s'immerger. Même si je ne suis pas complètement persuadé que ce soit le cas auprès des jeunes qui ne sont pas woke. Les jeunes qui ne sont pas woke, je ne pense pas que ça les intéresse beaucoup, tous ces enjeux politiques. Ce serait plutôt autre chose. Mais bon, le film tente des trucs et comme ça, il a réussi, en tout cas dans le fond, à ne pas se braquer les deux publics. Ce qui fait que globalement, les appréciations ont été moyennes, quoi. Un peu mitigées pour certains, mais globalement, personne n'était complètement déçu par le film. C'était sympa. Voilà, la plupart des gens trouvent que c'était sympa parce qu'il y a 2-3 séquences un peu violentes. Il y a 2-3 moments où on rigole un petit peu en même temps. Mais voilà, il y a aussi d'énormes problèmes à l'intérieur de ce film. Typiquement,
ils reprennent la survivante du premier film qui est censée revenir vieille pour se venger de Leatherface. Ce personnage est nul à chier, il n'est pas exploité, c'est minable, on le voit une quinzaine de minutes en tout et pour tout. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que Halloween de David Gordon Green. Ils font ça à cause du Halloween de David Gordon Green. Ils pensent que la saga d'Halloween de David Gordon Green est une bonne saga. Et puis, je sais pas si Halloween Kills était déjà sorti à l'époque, c'est peut-être le cas. Mais maintenant, on sait que c'était minable, qu'il fallait pas du tout faire ça, que c'était horrible comme idée. Parce que, surtout pour ce que David Gordon Green a fait de Halloween, mais on fera un ciné saga sur Halloween, c'est certain. Très clairement, ce film donc de Massacre à la tronçonneuse 2022 a des moments où l'écriture est complètement foirée, des choses, des facilités qu'un film d'horreur moderne ne devrait pas pouvoir se permettre. Typiquement, quand on se prend un coup de masse lancé dans la tête, qu'on chute d'un étage, qu'on perce le plancher, eh ben, on n'a pas juste une petite ouverture de l'arcade sourcilière. Là, il y a normalement une commotion minimum. Une commotion si c'est pas une fracture du crâne. Sans parler des dégâts sur le reste du corps. Hein. En tombant d'un étage, tu te pètes au moins les os qui étaient en contact avec le sol. Bon. Ouais. Il y a des tonnes de trucs qui ne fonctionnent pas. Typiquement dans cette scène aussi du bus. Qu'est-ce qui se passe? On a un gros carnage et ça on aime bien. Ça vraiment pour le coup la scène du bus c'était vraiment sympa. On s'attendait pas à avoir un bon petit carnage comme ça, c'était rigolo. Même si ça aurait pu aller plus loin, mais bon, on va pas non plus trop cracher dans la soupe. Et qu'est-ce qui se passe après? Il passe sa main dans la porte, on lui file un coup de tire-bouchon et ça le paralyse pendant au moins 1 minute, ce qui permet au protagoniste de s'échapper. Bah non, vous pouvez plus faire ça, s'il vous plaît, respectez-nous un minimum. Filez-lui un couteau et clouez-le sur la porte. Là au moins on se dit, ah, bah là oui, il y a une raison pour laquelle il peut plus bouger pendant 1 minute. Oui. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de petites facilités, de petits trucs qui ne fonctionnent pas dans ce film. D'ailleurs, l'espèce de face-à-face finale est absolument nulle et minable. C'est... voilà. Là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont décevantes. Et ce dernier film alterne entre bons moments et séquences assez décevantes. Donc c'est un film qui pour moi vaut la moyenne. Voilà. Il est beaucoup plus clivant que des films comme le premier Massacre à la tronçonneuse 3 ou les remakes. Même pour ce qui est du préquel des remakes, le préquel est beaucoup moins clivant que celui-ci. Il a eu l'avantage en fait de créer un petit peu la surprise dans son clash générationnel et donc de ne pas s'attirer les foudres des deux publics. Donc c'est un film qui n'est pas détesté, mais de là à dire qu'il est aimé, ce serait s'avancer un petit peu. Je ne pense pas en fait qu'il soit particulièrement aimé. C'est un film qui n'a pas déçu. En cela, il a un certain statut, mais le résultat n'est pas non plus à la hauteur des remakes ou des originaux qui sont appréciés. Donc, je dirais qu'il se situe un peu vers le milieu de la saga, voilà, aux alentours du 1, du 3, aux alentours du 1 et du 3. Voilà, c'est dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Il ne fait pas partie de ceux des bons qui ont vraiment réussi, mais il n'a pas complètement démérité. Il n'a pas complètement démérité. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire comme conclusion un petit peu sur cette saga, Massacre à la tronçonneuse? Au final, ce qui se retrouve un peu dans les films, c'est le côté un petit peu humour à froid, même si le tout dernier avait moins d'humour que les remakes ou que les originaux. C'est de l'humour noir, un peu absurde,
absurde pour les premiers et plus noir et ironique sur les derniers. Avec évidemment le personnage de Leatherface qui manie la tronçonneuse, évidemment, lui c'est le. c'est l'essentiel. Lui c'est l'essentiel de ce qu'on peut attendre pour Massacre à la tronçonneuse. Maintenant, voilà, pour ce qui est de l'ordre de mes préférences, voilà, vous l'avez eu, je vous l'ai donné au fur et à mesure de la vidéo, mais à voir après pour vous, parce que chaque Massacre à la tronçonneuse a essayé d'apporter quelque chose de nouveau, plus ou moins. En tout cas, chacun a un petit peu ses spécificités. Celui qui me semble finalement le moins marqué en termes de spécificité, c'est le tout premier. Parce qu'après, les autres, forcément, partaient du modèle en essayant un peu de se démarquer. C'est une série de films qui a beaucoup manié le reboot, quand même, quasiment autant que dans les premiers Evil Dead, où il y avait un mini reboot à chaque début de film, avant que le film reprenne un petit peu le ton qui lui était propre. Une saga qui divise clairement, pour le coup. Elle divisera, je pense, plus que Halloween ou Freddy ou Jason, bien sûr. C'est une saga qui, en termes de qualité, est variable aussi, tout comme les autres sagas d'horreur que je viens de citer. Avec, globalement, quand même, un espèce d'effort dans l'ambiance qui est fait à chaque fois, ce qui est moins le cas des autres sagas dont je peux parler. Une ambiance avec Jason... Oui, plus ou moins, ça dépend. Il y avait un côté un peu plus commercial, pop et sympathique dans ces autres slashers, alors que là, on est plus dans du survival, c'est pas tout à fait un slasher classique. Comment dire ? On revient un petit peu... Plus ça avance, plus on revient un peu aux sources, avec le côté Texas et ainsi de suite. Typiquement, je pense que c'est une saga, moi, qui est pas dans mes sagas favorites, mais qui a le mérite d'avoir sorti au moins 3 vraiment bons opus, à savoir les remakes, le remake, le préquel du remake et Massacre à la tronçonneuse 2, qui sont pour moi les plus marqués en termes d'identité et les plus raffinés, ceux qui sont allés le plus loin en tout cas dans ce qu'ils proposaient dans la saga. À voir après pour ce que vous recherchez dans la saga Massacre à la tronçonneuse, parce que si c'est l'excès, typiquement, il y a Massacre à la tronçonneuse 2 et le reboot. Et le reboot au commencement, voilà, le préquel au commencement. Mais en dehors de cela, les Massacres à la tronçonneuse restent globalement assez sobres. Et c'est vraiment beaucoup plus de l'ambiance. Donc, une saga en tout cas qui est intéressante, qui a évolué au fil du temps, pourtant en gardant globalement les mêmes thématiques, les mêmes archétypes en tout cas, et qui continue donc d'évoluer, à voir après si après le semi-succès du dernier Massacre à la tronçonneuse de Netflix, peut-être qu'effectivement on en aura encore dans la suite. On est toujours curieux, on attendra de voir un petit peu ce qui sort. Le problème aujourd'hui, c'est d'avoir une proposition qui justifie en termes d'originalité l'existence d'un nouveau film. Ça n'a pas toujours été le cas dans la saga Massacre à la tronçonneuse justement, mais à voir si un réalisateur réussit à proposer quelque chose de neuf et qui va faire venir le public.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les 2-3 petites réflexions que j'ai pu avoir sur la saga vous ont intéressé et vous ont donné un peu matière à réagir ou à approfondir votre avis. D'ici là, portez-vous bien, continuez de vous cultiver voilà, soyez créatifs. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.